On l'accuse d'être un tueur en série, qui utiliserait certains aliments pour commettre ses crimes. Il laisse une foule d'indices sur nos analyses de sang. Cet ennemi que tout le monde traque, c'est le cholestérol. Et pour beaucoup, sa culpabilité ne fait aucun doute. Pourtant, en menant l'enquête, nous avons découvert une toute autre vérité. Aujourd'hui, des scientifiques affirment que le cholestérol n'est pas si dangereux pour la santé. Il ne bouge pas les artères, ou du moins, ce n'est pas aussi simple. C'est une caricature. Évidemment, le cholestérol n'est pas un ennemi. Le cholestérol, c'est un élément absolument indispensable à la vie. C'est le principal constituant des membranes cellulaires, de toutes les cellules qui nous composent. Il serait même inutile de contrôler notre taux de cholestérol, comme si notre vie en dépendait. On a réussi à imposer ce truc complètement délirant que, au lieu de traiter des patients, on traite des chiffres. Des médecins accusent les industriels de surfer sur la peur du cholestérol pour vendre leurs produits. Là, on a un niveau de preuve qui est nul. Et il est plutôt déconseillé de consommer ces produits-là. Grâce aux médicaments anti-cholestérol, les statines, les laboratoires pharmaceutiques ont fait d'immenses profits. On a dit que les statines étaient tellement bonnes que certains ont même pensé à en mettre dans l'eau du robinet. Mais l'efficacité des statines est aujourd'hui remise en question et de nombreux patients souffrent d'effets indésirables. On n'imagine pas qu'un traitement qui est censé vous soigner vous démolisse. Moi, je vous le dis, ces médicaments sont inutiles, inefficaces, et ils sont très toxiques. Il existe en France de vrais malades du cholestérol. Et le plus souvent, cela ne se voit pas. Grégory a 33 ans, jeune, sportif. Pourtant, c'est bien pour son cholestérol qu'il se rend régulièrement dans ce grand hôpital parisien. Bonjour. 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 Grégory a un taux de cholestérol dans son sang qui n'a rien à voir avec le reste de la population. Cela ne dépend pas de son alimentation. C'est une maladie génétique décelée quand il avait 11 ans, à l'occasion d'une prise de sang. Est-ce que ça te fait mal? Non. La prise de sang a révélé un taux de cholestérol de 7,35 g. Donc, crise de panique, alerte générale, comme on dit, c'est énorme, sachant que chez l'adulte, déjà, c'est à 2,5 g, on est censé faire un régime et voire une prise de médicaments. Donc 7,35 g, c'est très très important, oui. Alors c'est parti. Le jeune homme est traité grâce à cette machine. Elle filtre son sang et le débarrasse du cholestérol. Le but, c'est qu'il ressorte de l'hôpital avec un taux de cholestérol normal. Bonjour Monsieur Grégory, le maire, ça va? Ça va bien et vous? Beaucoup de Français pensent que dans leur famille, on a trop de cholestérol. Le cas de Grégory et des patients de ce service est très différent. Ils souffrent d'un véritable dysfonctionnement du métabolisme. Contrairement au reste de la population, le cholestérol présent dans leur sang n'est jamais absorbé par leurs cellules. Dès leur naissance, il s'accumule ainsi dans les artères. Sans traitement, l'infarctus menace dès la fin de l'adolescence. Il faut savoir que cette maladie, dans le temps, quand il n'y avait pas tous ces traitements, les jeunes ne dépassaient pas la moyenne d'âge de 20 ans.
Voilà. Il décédait avant 20 ans d'une mort subite en général. Les dépôts de cholestérol se font au niveau juste au début de la racine de l'aorte, de sorte qu'ils font des morts subites, quand ce n'est pas diagnostiqué. Cette maladie rare s'appelle l'hypercholestérolémie familiale. Elle touche quelques dizaines de milliers de personnes en France. Seuls les cas les plus graves sont traités à l'hôpital. Séance terminée pour Grégory. Il devra revenir dans 15 jours. Ça s'est bien passé, Grégory? Bien passé, oui. Ça a été, comme d'habitude. C'est la routine un petit peu? Une bonne séance, oui, c'est la routine. Donc maintenant, on va aller rejoindre tout le monde. On va aller manger, j'ai faim. Et puis on va aller voir sa petite famille. Alors 15 jours, ouais. Toi aussi, bon courage. Oui, toi aussi. Les filles, salut, prochaine. Ciao, ciao. À cause d'un gène défectueux, le cholestérol est pour Grégory un ennemi mortel. Et le problème, c'est qu'il a transmis ce gène à ses enfants. Il retrouve sa famille dans le nord, à la frontière franco-belge. Bonjour, papa. Même si leur mère ne souffre pas de la même maladie, Victor, 7 ans, et Suzy, 3 ans et demi, ont eux aussi des taux de cholestérol bien au-dessus de la moyenne. Il y a d'abord le cholestérol total. Et il y a surtout le LDL cholestérol, ce qu'on a coutume d'appeler le mauvais cholestérol. C'est celui-ci qui est le plus surveillé par les médecins. En fait, à Suzy, donc on a fait une première prise de sang en mai de l'année passée. Et donc, en fait, on avait un cholestérol total de 2,72 g. Donc, sachant que c'est 2,5 g chez un adulte au maxi. Avec un LDL de 2,24, alors qu'ils préconisent un LDL inférieur à 1,60. Donc, en fait, ils ont déjà du cholestérol, en fait. Victor, tu vas aussi venir manger tes raisins? Tu peux arrêter la tablette, s'il te plaît? Et il fait quoi? Pour les deux enfants, pas besoin de faire des séjours à l'hôpital. Mais toute leur vie, ils devront se surveiller. Les médecins disent clairement de faire attention à la nourriture et après, plus tard, il faudra les préconiser et surtout pas fumer, parce que pas fumer et de l'alcool au minimum. Enfin, ils pourront faire la fête, mais voilà, pas tous les jours. Et faire attention de ne pas manger gras tous les jours aussi, oui. Ils auront une contrainte alimentaire à suivre tout le long de leur vie. Ajouter à des médicaments? Ajouter sûrement à des médicaments, oui. Dans cette famille, les enfants devront prendre des médicaments, sans doute dès l'âge de 8 ou 10 ans, car il faudra à tout prix faire baisser leur taux de cholestérol. Pour les personnes atteintes de cette maladie génétique, c'est une certitude. Le cholestérol est bien coupable. Beaucoup de Français pensent aussi avoir trop de cholestérol. Pourtant, pour la plupart d'entre nous, il n'est pas l'ennemi que l'on imagine. Pour savoir ce qu'est vraiment le cholestérol, nous sommes allés voir l'un des plus grands experts français des lipides. Malgré sa stature longiligne, le professeur Philippe Legrand est un spécialiste du gras. Il est toujours un peu amusé des clichés sur le cholestérol. Cette molécule montrée du doigt nous est en fait absolument indispensable. Bien au-delà de ce que nous mangeons, nous fabriquons nous-mêmes notre cholestérol. Le cholestérol, il est partout. Toutes les cellules de l'organisme sont capables d'en fabriquer parce que toutes en ont besoin. Donc il est dans les structures mêmes des cellules. Ses fonctions sont indispensables à la vie, comme à la base, structure des membranes cellulaires. Sans cholestérol, il n'y a pas de membrane, donc il n'y a pas de cellules. Ça, c'est la première chose. La deuxième fonction, encore plus spécifique, c'est tout ce qui est à la base des hormones qui portent son nom, donc les hormones stéroïdes, qui viennent du mot stérol. Et en particulier, ce qui est le plus connu, c'est tout ce qui correspond aux hormones sexuelles, au développement des gonades chez les animaux. Et puis la troisième fonction, c'est une fonction qu'on trouve dans la bile, c'est-à-dire il est à la base des petites molécules qui nous permettent de digérer les lipides, c'est ce qu'on appelle les sels biliaires. Bref, sans cholestérol, pas de digestion possible, pas de reproduction. Et toutes les cellules de notre corps seraient condamnées. Si on n'a pas de cholestérol dans nos cellules, oui, on meurt. C'est-à-dire qu'on ne survivra pas. Le cholestérol est donc un allié de notre organisme. Mais depuis des décennies, on nous dit qu'en excès dans notre sang,
il serait responsable des accidents cardiovasculaires. La traque de cet ennemi invisible a débuté il y a un peu plus de 60 ans, aux États-Unis. Dans l'après-guerre, les hommes américains sont terrassés par un fléau, devenu dans le pays la première cause de mortalité. Les accidents cardiovasculaires. L'Amérique cherche un coupable. L'enquête est confiée à Ancel Keys, l'un des plus célèbres scientifiques de l'époque. Of 10 men, we can expect 5 to get it. But we can't say who, or when, or why. La mortalité par infarctus est la première cause de décès aux États-Unis. C'est 1 décès sur 2, et ce sont des hommes, souvent jeunes, moins de 50 ans. Et Ancel Keys pense que le cholestérol est le grand coupable. Pour confirmer ce qui n'est alors qu'une intuition, Ancel Keys fait passer des tests à des milliers de patients afin d'étudier leur risque cardiovasculaire. L'étude qui, selon ses promoteurs, démontre la culpabilité du cholestérol s'appelle l'étude des 7 pays. Ancel Keys recueille des données sur différents groupes de population à travers le monde avec l'aide d'une équipe de scientifiques internationaux. Et donc il va leur demander des choses très simples, il va leur demander des statistiques concernant la mortalité cardiovasculaire dans chacun de leurs pays, et il va leur demander sur des cohortes représentatives de chaque pays et de mesurer le cholestérol moyen. Voilà. Et ensuite il fait une courbe, en bas le cholestérol, en ordonnée la mortalité cardiovasculaire. Ce qu'Ancel Keys veut démontrer, c'est qu'un cholestérol élevé provoque des maladies cardiovasculaires. En apparence, la théorie fonctionne. Les Finlandais sont ceux qui ont le taux de cholestérol le plus élevé. Ce sont eux aussi qui meurent le plus d'accidents cardiovasculaires. Des accidents que les Grecs, à l'inverse, connaissent très peu. Et ils ont justement un taux de cholestérol très bas. Toutes les populations semblent bien alignées le long de la droite tracée par Ancel Keys. Mais aujourd'hui, des scientifiques remettent en cause cette théorie. Car on a découvert il y a quelques années des éléments très embarrassants dans les archives du chercheur américain. Des données qu'Ancel Keys avait soigneusement laissées de côté. Au départ, il n'y avait pas 7 pays, mais une vingtaine. Les pays oubliés ne collaient pas avec la démonstration du chercheur américain. La Suisse, l'Allemagne ou la France ont par exemple des taux de cholestérol très élevés et une mortalité cardiovasculaire très faible. Les Français, à l'époque, ils avaient une mortalité cardiovasculaire qui était très basse, avec le même niveau de cholestérol que les Finlandais, qui avaient un niveau de mortalité cardiovasculaire très élevé. Comment voulez-vous faire une droite avec 2 points extrêmes? C'est impossible, voilà. Certains disent même que quand il a étudié la Grèce, comme un des pays très, très bénéfiques, il l'a fait pendant le carême pour être sûr que ce soit bien homogène, quoi. Donc, mais bon, les petites histoires de la science ont aussi leur côté un peu humoristique. Donc ça devait quand même pas être un tendre et il devait aimer avoir raison et raison définitivement contre tout le monde. Moi qu'on puisse dire avec le recul, c'est que c'était pas de la grande finesse. Donc l'étude des 7 pays est une étude typiquement falsifiée qu'il faut mettre à la poubelle. Le lien entre taux de cholestérol élevé et maladies cardiovasculaires n'est donc pas automatique. Mais à l'époque, le mal est fait, le coupable semble tout trouver et la peur s'installe, aux États-Unis comme en France. Oh, j'ai fait quelque chose de très vilain, je crois bien, qu'il y a dans le sang, je sais pas où. C'est une maladie du sang, du cœur, je sais pas quoi, quelque chose comme ça, quoi. C'est un dépôt qui se forme dans les artères. Oh ben ça, je crois que j'en ai. Ça, je crois que j'en ai. Ah, mais c'est très grave, oui, parce que je ne sais pas au juste ce que c'est, mais je sais que c'est grave. Aujourd'hui encore, voici l'idée la plus répandue sur le cholestérol. Cette substance grasse boucherait nos artères, comparée à de la plomberie dans ce message publicitaire. Mais cette image choc correspond-elle à la réalité que les médecins observent sur le terrain? Le centre Marie-Lannelongue, en région parisienne, est l'un des services de chirurgie cardiovasculaire les plus réputés en France. Tous les jours, le docteur Sarah Hamdi a un œil sur nos artères.
Elle opère lorsque les artères menacent de se boucher et de provoquer un accident cardiovasculaire. Monsieur, vous allez respirer tranquillement l'oxygène, voilà, et on va vous endormir. Voilà, très bien. Ce patient doit absolument être opéré. L'état de sa jambe révèle un problème aigu de circulation sanguine. Super. Tiens bien. Si on ne l'opérait pas, ce patient risque en fait d'infecter ses plaies au niveau de son membre inférieur à gauche. Donc elles ne vont pas cicatriser, il va s'infecter, ça va être une gangrène. Et donc ça risque malheureusement, quand c'est comme ça, de se terminer par une amputation au niveau de son membre inférieur. Le cas est grave. Ce qui menace cet homme, ce sont des plaques d'athérome. Elles se forment sur la paroi interne des artères qui s'épaississent et empêchent la bonne circulation du sang. Quand on descend notre doigt et qu'on palpe la fémorale superficielle ici, on sent des plaques athéromateuses. Voilà. Elle est complètement dure. Ça, dans le langage un petit peu de vulgarisation médicale, on dit qu'on a une artère qui est comme un tuyau de plomb. Un premier morceau de plaque d'athérome est enlevé, de la taille d'un haricot. Puis un second, de la taille d'une grosse crevette, d'au moins 4 ou 5 cm. Ces dépôts, ce sont les ennemis de nos artères. Mais ces plaques à l'aspect peu ragoûtant ne sont constituées que d'une toute petite partie de cholestérol. Je pense que ça a été à un moment donné un petit peu vulgarisé de cette façon-là. On a expliqué aux gens aussi que voilà, ils avaient du cholestérol, ils développaient des plaques d'athérome en conséquence. On s'est rendu compte avec les études, etc., qui ont été menées, que c'est un peu plus complexe que ça. Il y a une partie de ces plaques qui est constituée de cholestérol, mais c'est aussi du calcaire, c'est fibrocalcique. Pour l'essentiel donc, des tissus fibreux et du calcaire, accumulés dans l'artère suite à une cascade de réactions inflammatoires. Chez ce patient, le cholestérol n'est donc pas le seul responsable. Tabac, sédentarité, hypertension, diabète, la liste des suspects est longue. On souffle bien. 1, 2. Tous ces hommes ont survécu ces dernières semaines à un accident cardiovasculaire. Le but de ce service de réadaptation cardiaque est de leur éviter une récidive. 6. Richard, 65 ans, est l'un de ces rescapés. 8. Il y a 3 semaines, en pleine nuit, il est assailli par de violentes douleurs. Le dos, le bras, puis le cou. Il appelle le 15. La douleur était telle que je me suis dit, tu fais un truc cardiaque, c'est grave. Et j'avais vraiment l'impression que j'allais y passer. On revoit des choses qui vous ont marqué, qui passent dans votre tête. Et c'est très impressionnant. La vie qui défile. Oui, la vie qui défile. Richard est emmené aux urgences, où les médecins opèrent une artère et lui sauvent la vie. La dernière fois, vous avez fait 70 watts. Vous avez trouvé ça difficile ou jouable? Jouable. L'objectif du centre de réadaptation cardiaque, c'est notamment de donner aux patients comme Richard le goût d'un exercice physique plus régulier, sans mettre leur cœur encore fragile à trop rude épreuve. Il faut qu'ils nous disent que c'est un petit peu dur en fait. Voilà, faut pas qu'ils nous disent je suis éreinté, j'en peux plus. Voilà, on n'est pas. Il faut que ce soit un peu difficile. Là, je pense qu'on est bien. On est bien. Voilà, mais plus ce serait trop. Non, c'est bien. C'est bien. Vélo, mais aussi marche rapide ou natation. 30 minutes d'exercice physique par jour suffisent pour protéger notre système cardiovasculaire. Merci. Au revoir. C'est moi. À demain. Ouais. Bonne journée. Pourquoi Richard a-t-il fait un infarctus? Est-ce la faute du cholestérol? Question cholestérol, j'avais mon dernier taux, si je parle de mémoire, c'était je crois 2,70 g, avec il y a le bon et le mauvais. J'avais un rapport qui était limite, mais le cardiologue m'avait pas dit, il y a un an et demi, il faut traiter ton cholestérol. Il n'était pas particulièrement élevé? Non, il m'avait même pas dit, fais attention, mange pas de ci, mange pas de ça. Non.
Le taux de cholestérol de Richard était tout de même un peu au-dessus des normes. Mais il ne peut expliquer à lui seul son accident. Richard souffrait d'hypertension artérielle. Plus que le cholestérol, c'est son stress qui est désigné comme la principale explication de l'accident. Donc aujourd'hui, on va commencer pour le coup à réfléchir ensemble à ce qu'est le stress. Si je vous demandais une définition du stress, qu'est-ce que ce serait pour vous? Et là, je vais lister les choses du coup. L'atelier gestion du stress doit aider les patients à identifier les situations qui mettent à mal leur système cardiovasculaire. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient rentrer dans une définition du stress? Les situations stressantes, est-ce que c'est les embouteillages? Est-ce que c'est quand on me demande quelque chose à la dernière minute au travail? Est-ce que c'est ma vie quotidienne avec les enfants? Voilà, repérez les choses assez finement et regardez-vous, écoutez-vous. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans mon corps? La mauvaise humeur. Oui, la Moi, mauvaise c'est humeur. comme ça que je repère que je suis stressé. En tout Très cas. bien. Donc vous savez que quand vous êtes de mauvaise humeur, Ah oui, oui, je suis stressé. eh ben, ça, c'est déjà une stratégie qui est adaptée. Vous voyez, de savoir que quand il se passe quelque chose en vous, ça reflète du stress, du coup. Si on devait donner une définition du Quand les stress, situations de stress se présentent, Richard et les autres patients doivent prendre du recul. et psychologique de votre organisme. Si vous me arrivez en me hurlant dessus, en me disant tu n'as pas fait ci, tu devais le faire, et c'est insupportable, etc., ça me tétanise. Et là, je suis dans une situation de mauvais stress. Le pouls va être rapide, je vais un peu transpirer, et il va falloir respirer. En 4 semaines, l'équipe médicale tente de changer en profondeur les habitudes de vie. Installez-vous, je prends votre dossier. Le cholestérol est ici considéré comme un facteur de risque. Mais c'est un élément parmi d'autres surveillé par les médecins. Et en particulier du cholestérol qui vous inquiète et qui vous pose problème. Il y a le cholestérol, mais il y a aussi le diabète, il y a la sédentarité, très important, il y a le surpoids et il y a le tabac. L'hypertension artérielle, le stress, tout ça, ce sont des facteurs de risque. Le cholestérol n'en est qu'un. Alors faut-il s'alarmer s'il est élevé? C'est dans beaucoup de cas le signe que quelque chose ne va pas dans notre organisme. Mais ce n'est pas synonyme de maladie. Ce qu'il faut dire clairement, c'est que ce n'est pas un poison. Or, la perception de la société sur les 30 dernières années, c'était le cholestérol est un poison. C'est-à-dire qu'il y a des gens dont le cholestérol est tout à fait normal, mais ils ont quand même un accident cardiovasculaire parce qu'ils ont des antécédents familiaux, parce qu'ils fument, parce qu'ils sont hypertendus, parce qu'ils ont du diabète, pour d'autres choses encore. Et puis à l'inverse, il y a des gens qui ont beaucoup de cholestérol et qui se portent très bien. Donc il faut bien voir que le cholestérol, ce n'est qu'un des facteurs de risque cardiovasculaire. En termes de biochimie et de physiologie, ce qu'on dit souvent, c'est que c'est un marqueur de quoi? D'une surcharge de l'alimentation. Et sur une vie de 60-70 ans, plus il y aura eu d'excès, plus l'incident arrivera tôt. Mais le malheureux cholestérol, il n'y est absolument pour rien. Et comme il colle partout, c'est celui qu'on reverra en premier quand il faudra observer ce que devient une artère à moitié bouchée. Le cholestérol qui à lui seul boucherait nos artères, une idée simpliste, aujourd'hui largement dépassée. Pourtant, on nous dit que certains aliments sont mauvais pour notre santé, car ils font monter notre taux de cholestérol. Une peur exploitée par de nombreux industriels, qui ont trouvé là le moyen de nous proposer de nouveaux produits et de faire de la lutte contre le cholestérol un business très lucratif. Les produits anti-cholestérol occupent des rayons entiers de nos supermarchés. En nous aidant à baisser notre taux de cholestérol, ils seraient bénéfiques pour notre santé cardiovasculaire. Ce serait scientifiquement prouvé. Margarine ou yaourt, nous avons voulu savoir ce que valent vraiment ces produits. Nous avons rendez-vous au CHU de Dijon. L'an passé, le professeur Bruno Vergès a conduit une étude très critique sur certains de ces produits. Il s'agit de la dernière trouvaille des industriels, des produits enrichis en stérols végétaux.
Le cholestérol n'arrête pas de m'embêter. Calmez-vous, les gars. Je suis un stérol, votre nouvel allié. Un stérol? C'est quoi? Un principe actif naturellement présent dans les végétaux et concentré dans le cholestérol. Les stérols végétaux, concentrés en très forte quantité dans cette margarine, sont chargés d'éliminer le cholestérol. Sur ce point, rien à dire, cela fonctionne. Des stérols pour réduire le cholestérol. Il est clairement indiqué dans ces produits que les margarines riches en phytostérol vont réduire le taux de LDL cholestérol, et ça c'est prouvé. Alors le chiffre que l'on retrouve dans les études, c'est 10% environ. Ça c'est vrai? Et ça c'est vrai, c'est vérifié dans de très nombreuses études, dans différentes classes de population, dans les deux sexes et dans toutes les tranches d'âge de la population. Donc ça c'est une certitude. Puisqu'ils font baisser notre taux de cholestérol, on pourrait penser que ces produits vont nous faire du bien. Mais à aucun moment sur les emballages, il n'est fait mention d'un quelconque bénéfice sur notre santé cardiovasculaire. Et pour cause, il n'y en a pas. Je pense qu'il serait peut-être souhaitable que soit clairement indiqué sur ces produits qu'ils n'ont pas fait la preuve de leur efficacité pour réduire le risque de survenue d'événements cardiovasculaires. Et s'il y avait une preuve qu'il y avait un effet sur le risque cardiovasculaire, j'imagine qu'ils le mettraient sur les paquets. Ils le mettraient en rouge et en gros, c'est sûr. Mais ce n'est pas tout. Dans un rapport publié l'an passé pour le compte de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, le professeur Vergès et une trentaine d'autres scientifiques pointent aussi du doigt la dangerosité potentielle de ces produits. Non seulement ils ne diminuent pas le risque cardiovasculaire, mais ils pourraient même l'augmenter. Les études épidémiologiques faites depuis maintenant une vingtaine d'années nous montrent que plus le taux de phytostérol est augmenté dans le sang, plus le risque cardiovasculaire est augmenté. Donc on ne sait pas si à moyen et long terme, la consommation de ces produits-là ne va pas entraîner un risque cardiovasculaire lié à cette augmentation du phytostérol. Devant l'absence d'études, devant le risque potentiel lié à l'augmentation des phytostérols plasmatiques, lorsque l'on consomme des produits riches en phytostérol, l'Agence nationale de sécurité alimentaire, l'ANSES, recommande une certaine prudence. Et il est déconseillé de consommer ces produits-là pour réduire le risque cardiovasculaire. Aucune des marques incriminées dans ce rapport n'a souhaité répondre à nos questions. Pour lutter contre notre cholestérol, les industriels nous incitent donc à consommer des produits dont l'efficacité sur notre santé cardiovasculaire n'est pas démontrée. Pour combattre le cholestérol, des millions de Français prennent aussi des médicaments. Des médicaments dont on nous dit qu'en faisant chuter de manière drastique notre taux de cholestérol, ils vont protéger nos artères et donc nous éviter des accidents parfois mortels. Ces médicaments s'appellent les statines. C'est un immense enjeu commercial pour l'industrie pharmaceutique. 20 milliards d'euros, rien de moins que le premier marché mondial du médicament. Retour à l'hôpital. Ici, après un accident cardiaque, ces fameuses statines font toujours partie du traitement. Pour les médecins du service, baisser le cholestérol de ces patients est indispensable. Donc le Taor pour le cholestérol. C'est un vrai cocktail. Ah bah oui. Les statines ont d'abord été conçues pour ces patients à très haut risque cardiovasculaire. Louis n'y échappera pas non plus. Il a commencé à en prendre dès le début de ses problèmes cardiaques. Ce médicament-là, vous savez pour combien de temps vous allez devoir le prendre? Oh, celui-là, ça fait au moins 7-8 ans et je pense que je l'aurai à vie. Pour éviter un nouvel accident, tous les patients du service prennent une statine. Richard aussi, depuis qu'il a eu son infarctus. En à peine quelques semaines, son taux de cholestérol a déjà diminué de moitié. Je dois être tourné autour de 2,70 ou dans ces eaux-là. Et là, ils m'ont fait des examens et je pense que ça a dû baisser à 1,40. Donc ça marche bien. D'accord. Un médicament qui, en abaissant le taux de cholestérol, empêcherait les maladies cardiovasculaires. La découverte de cette pilule miracle a résonné il y a une vingtaine d'années comme un coup de tonnerre. L'essor des statines
commence en 1994, aux États-Unis. Lors d'un prestigieux congrès de cardiologie, devant des médecins venus du monde entier, le laboratoire américain Merck présente les résultats d'une étude clinique qui va servir de rampe de lancement au marché des statines. En s'attaquant au cholestérol de malades victimes d'infarctus, le laboratoire affirme qu'il arrive à faire chuter de 30% le risque de mourir d'une nouvelle attaque cardiaque. Le cardiologue Michel Delorgeril, l'un des plus farouches opposants aux statines, était présent lors de ce congrès. À l'époque, le médicament est présenté comme un antidote aux maladies cardiovasculaires. Ce jour-là, ce qui s'est passé dans cette salle, c'est quelque chose de complètement hystérique. Je ne pouvais pas imaginer que des adultes, dans un congrès de cardiologie, puissent s'embrasser littéralement, ce standing ovation, comme on dit, parce qu'on annonçait qu'un médicament avait réduit de 30% la mortalité cardiovasculaire. L'annonce est une révolution pour la cardiologie. C'est aussi un coup gagnant pour le laboratoire. Et là, j'ai compris ce jour-là, en m'adressant à mes voisins, et pourquoi vous avez... Ils avaient tous été convoyés jusqu'à la salle de meeting, ils étaient des milliers, par l'industriel. En général, aux États-Unis, quand on déplace un cardiologue, on ne l'envoie pas dans le 2 étoiles du coin. Hein, c'est première classe et 5 étoiles. Et donc, ils étaient là pour applaudir. Merck met toutes les chances de son côté, car le laboratoire a conscience que son nouveau médicament anti-cholestérol a un immense potentiel commercial. À cette époque, toutes les plus grandes firmes pharmaceutiques de la planète investissent aussi dans les statines. Imaginez que vous soyez un développeur de médicaments. Votre rêve, c'est un médicament qui serait positionné dans une maladie fréquente, avec un traitement long et si possible à vie, et cerise sur le gâteau, cher. Donc là, évidemment, c'est génial. C'est la poule aux œufs d'or, hein, je veux dire, pour un industriel, il faut être sur ce marché. En coulisses, les industriels se livrent donc une guerre sans merci. Jean-Marie Duc est visiteur médical. Ce délégué CGT du groupe Merck a été chargé de promouvoir les statines auprès des médecins. Les laboratoires mettent alors des moyens considérables au service de cette classe de médicaments. Un bataillon de visiteurs médicaux se relaie chez les médecins pour prêcher la bonne parole. Quand on est 6, 7, 8, même que 4 ou 5 par secteur, sur une cible restreinte de médecins, bien, ils sont vus tous les 15 jours. Tous les 15 jours, bien évidemment, il n'y a pas d'éléments nouveaux sur le bon usage du médicament à apporter. Donc tous les 15 jours, ce n'est que de la pression de prescription, ce qu'on appelle la prescription au passage. C'est-à-dire la prescription au passage, c'est quoi? C'est-à-dire le médecin nous voit, il se rappelle du médicament, il en prescrit. Cela fonctionne, les médecins prescrivent, convaincus des vertus de ce nouveau médicament. Mais pour arriver à développer leur marché, les firmes vont aussi tenter d'élargir leur cible en profitant à plein de la peur du cholestérol. En cardiologie, il y a d'abord ce qu'on appelle la prévention secondaire. Ce sont les personnes ayant déjà fait un accident cardiovasculaire et chez qui il faut absolument éviter un nouvel accident. Chaque année, 120 000 personnes en France font des infarctus. La prévention primaire, elle, concerne les personnes qui n'ont jamais connu d'accident cardiovasculaire. Ces personnes ne sont donc pas malades, mais on estime qu'elles ont des facteurs de risque. Par exemple, un taux de cholestérol trop élevé. Une cible de plusieurs millions de personnes. Les firmes ont fait d'autres études pour donner à croire que ce qui avait été observé dans certains essais chez certains patients à très haut risque cardiovasculaire, ça allait être vrai pour beaucoup plus de gens, et en particulier en prévention primaire, c'est-à-dire chez des gens qui ne se plaignent de rien. Parce que là, évidemment, il y a beaucoup plus de gens qui ne se plaignent de rien que de gens qui ont déjà eu un accident cardiaque. Donc, si on fait croire aux médecins que oui, c'est bien utile de donner ce médicament chez ces gens-là, eh ben, c'est un super marché pendant très longtemps. C'est formidable. Du point de vue pharmacie, c'est formidable. Bruno Toussaint dirige la revue Prescrire, la seule revue médicale totalement indépendante des laboratoires. Toutes les statines parviennent à faire baisser le taux de cholestérol. Mais en prévention primaire, quasiment aucune étude n'a démontré un quelconque bénéfice sur le risque cardiovasculaire des patients.
on voit bien que chez les personnes qui ont déjà eu un infarctus, faire baisser le cholestérol par certains médicaments bien précis apporte un certain bénéfice tangible, pas énorme, mais réel, en termes de nouvel accident cardiaque et même de mortalité totale. Bon. Mais bien sûr que, heureusement, la plupart des gens n'ont pas fait d'infarctus. Et chez les gens en prévention primaire, comme on dit, c'est-à-dire avant les ennuis cardiovasculaires, là, il n'y a pas de preuve que les médicaments soient réellement utiles pour baisser le risque cardiovasculaire et la mortalité. Pourtant, même en l'absence de preuves scientifiques, dans 80% des cas, le traitement est prescrit en prévention primaire, selon les statistiques de l'assurance maladie. Comment les laboratoires ont-ils fait pour qu'autant de patients sans problème cardiovasculaire avéré prennent des statines? La stratégie consiste à influencer les recommandations officielles des autorités sanitaires. Ces recommandations sont destinées aux médecins. Elles définissent des seuils de cholestérol pour savoir quels sont les patients qui doivent prendre des médicaments. Il y a 30 ans, on estimait généralement qu'à plus de 3 grammes par litre de sang, on avait un taux de cholestérol trop élevé. Aujourd'hui, c'est 2 grammes, dont 1,6 de LDL cholestérol. Avec ces nouveaux seuils, un Français sur 3 a désormais un problème de cholestérol. Autant de patients qu'il faudrait potentiellement traiter avec des statines. Dès lors que vous baissez le seuil, c'est-à-dire que vous permettez de plus en plus de gens d'accéder à la prévention, on est facilement sur des millions de personnes qui vont être traitées, et traitées en permanence et sur des dizaines d'années. Donc c'est là où se joue le combat. Vous avez transformé toute une population en une population malade, puisque les gens pensent qu'en ayant un chiffre soi-disant anormal, vous êtes malade. Vous vous rendez compte, le business, c'est fabuleux. Qui établit ces recommandations? Voici les dernières en date en France, publiées par les autorités de santé en 2005. D'éminents professeurs de médecine ont participé à l'élaboration de ces seuils de cholestérol. Le problème, c'est que la plupart d'entre eux travaillent aussi avec les industriels qui commercialisent les médicaments. C'est le cas notamment du président de ce comité d'experts, le professeur Éric Brucker. Des situations caractéristiques de ce qu'on appelle des conflits d'intérêts. Amsterdam. C'est ici que nous avons choisi de rencontrer le professeur Brucker, l'un des plus grands spécialistes français du cholestérol. En ce week-end ensoleillé, s'y tient un important congrès de cardiologie. Tous les spécialistes européens des maladies cardiovasculaires ont été conviés. Tout ici ou presque est financé par l'industrie pharmaceutique. Chaque laboratoire a son stand pour présenter ses produits aux professionnels de santé. C'est l'occasion aussi de créer des liens avec les médecins pour les convaincre de l'intérêt de nouveaux médicaments. Le professeur Brucker est un habitué de ces congrès. Et comme c'est un spécialiste reconnu par ses pairs, il y donne même régulièrement des conférences. Cette fois, c'est pour un laboratoire américain qui travaille sur de nouveaux traitements anti-cholestérol. Tout en donnant son avis aux autorités sur les médicaments anti-cholestérol, le professeur Brucker est rémunéré pour des activités de consultant par la plupart des laboratoires qui fabriquent des statines. Des conflits d'intérêts comme celui-là sont aujourd'hui monnaie courante sur tous les marchés importants du médicament. Le plus étonnant, c'est que pour le professeur Brucker, ce n'est en rien un problème, car il assure que si le comité qu'il a présidé a baissé les seuils de cholestérol, cela n'a rien à voir avec ses liens très étroits avec les laboratoires. Le problème pourrait exister si on poussait à l'utilisation des médicaments qui ne sont pas justifiés. Si on pousse à l'utilisation des médicaments et que c'est justifié parce que ça a un effet bénéfique, non, il n'y a pas de problème. Ce qui est extrêmement choquant, quelquefois, c'est qu'on considère que parce qu'un médecin travaille pour l'industrie,
il va donner un avis qui va dans le sens de l'industrie. Non, il y a une déontologie dans votre métier comme dans le mien. Et donc moi, je suis extrêmement à l'aise. Oui, je défends la prévention cardiovasculaire et je suis très à l'aise de travailler avec l'industrie parce qu'ils me demandent mon avis et je ne cherche pas à vendre plus de médicaments. Grâce aux décisions de ces experts, les ventes de statines se sont envolées. Mais peu d'entre eux admettent qu'ils s'en sortent. C'est pourtant bien l'objectif de l'industrie quand elle fait appel à eux. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Il y en a bien sûr qui sont dans la prestation de service, pour aller à tel congrès, pour parler de ceci ou cela, de telle ou telle façon, ben voilà, c'est tel tarif. Il y a des gens comme ça, c'est clair. Il y en a beaucoup d'autres qui ne sont pas dans ce rapport-là, qui se laissent bercer, qui se laissent flatter, qui se laissent inviter, qui disent non mais je vais faire attention, oui j'ai été invité par le labo, mais je garde mon esprit critique, je vais faire attention, ça n'influencera pas mes décisions. Il y en a plein qui croient ça, et sincèrement, sauf que quand on regarde statistiquement, leurs décisions, leurs prescriptions, on voit que oui, ils ont été influencés. Et c'est bien pour ça que les firmes cherchent à les influencer. Et ça fonctionne. Aujourd'hui, 6,4 millions de personnes en France prennent des statines. Cela coûte 1,2 milliard d'euros par an à la sécurité sociale. Car dans bien des cas, donner un médicament anti-cholestérol est une solution de facilité. Une solution rassurante pour le patient et pour le médecin. Les statines, évidemment, elles avaient un boulevard. Enfin, c'est sûr, parce que dans l'opinion, le cholestérol était l'ennemi numéro 1 à abattre, quoi. Alors que quelqu'un qui est sous statine dans une voiture, qui est obèse et qui fume, j'ai envie de lui dire, vous avez d'autres facteurs de risque plus importants, marchez un peu, mangez mieux et arrêtez de fumer. La meilleure des recommandations, bien avant la médication, on est ici sur la prévention population générale, c'est de dire, très schématiquement, peut-être un peu vulgairement, bouffez moins ou bougez plus. La pire des choses, évidemment, c'est de se dire je n'ai pas les moyens de changer son mode de vie, mais je vais quand même lui donner un médicament pour baisser son cholestérol. Ça, c'est tous les jours que les médecins font ça. Je n'arriverai pas à le faire arrêter de fumer, mais pour diminuer son risque, je vais lui donner une statine. Prendre un médicament pour rien ou pour pas grand-chose, cela ne serait pas un problème s'il n'y avait pas d'effets indésirables. Ils sont plus ou moins importants selon les médicaments. Dans le cas des statines, ils peuvent être particulièrement dramatiques. Ce matin, au siège français des laboratoires Bayer, les téléphones n'arrêtaient pas de sonner après le retrait brusque du marché mondial d'une molécule contre l'excès de cholestérol, la cérivastatine, vendue sous deux noms en France, Colsta et Staltor. 2001, les statines font brutalement la une de l'actualité. Une centaine de personnes victimes d'effets secondaires décèdent à travers le monde. Des millions de patients sont inquiets. La recommandation que nous faisons actuellement, c'est d'arrêter le traitement et de consulter votre médecin dans les prochains jours, sans urgence, pour qu'il vous prescrive un traitement de remplacement. Cette nouvelle statine était censée être l'une des plus efficaces du marché, mais elle a provoqué des effets secondaires catastrophiques sur les muscles et sur les reins. Ils vont donner des doses trop fortes et pour montrer qu'ils sont plus efficaces contre le cholestérol sans avoir jamais démontré qu'il y a un effet sur les maladies cardiovasculaires. Bon, et ils vont avoir des accidents, c'est-à-dire des accidents mortels. Très vite, en quelques mois, quelques semestres, on a vu, une fois qu'elle était diffusée largement dans le monde, on a vu se multiplier les accidents musculaires et rénaux graves avec des dizaines de morts. Des statines données à trop forte dose, ça tue. Et là, c'était des lyses musculaires avec blocage des reins, ce qu'on appelle une rhabdomyolyse. Et donc, ils ont eu, en très peu de temps, beaucoup trop de cas, et ils ont paniqué, et ils ont dit, on retire le produit du marché, etc. Cette vague de décès ne s'est jamais reproduite. Mais beaucoup de consommateurs de statines se plaignent toujours de douleurs musculaires. Martine Kornatz a encore du mal à se déplacer. Elle a pourtant arrêté les statines depuis longtemps. Dès qu'il y a une pente qui monte, monter des escaliers, j'irai plus à la Tour Eiffel, monter par les escaliers ou des choses comme ça. Au niveau de mes petits-enfants, ça m'embête parce que je peux pas les soulever, j'ai du mal à les porter. Alors, on trouve d'autres méthodes, quoi, pour... des fois, c'est frustrant. Martine a encore des douleurs, mais ce n'est rien à côté de ce qu'elle a vécu il y a 4 ans, quand il a fallu arrêter le traitement. Ça m'arrivait quand j'étais fatiguée, je tombais carrément. Je marchais et j'étais par terre. Et donc, en fait, c'est les muscles qui étaient fatigués et qui lâchaient d'un coup. Martine a même passé plusieurs mois en fauteuil roulant.
Les statines provoquent des problèmes musculaires chez 5 à 10% des patients. Mais ce qui lui est arrivé est extrêmement rare. Au départ, les médecins n'ont pas compris pourquoi chez elle les effets prenaient une telle ampleur. Après des mois de fausses pistes, le verdict est tombé. La conclusion, c'est que c'est une myopathie nécrosante auto-immune liée à la prise de statine. Il y a quelques mois, la myopathie nécrosante, une destruction progressive des muscles, a officiellement été recensée comme un effet indésirable des statines. Les autorités de santé invitent même les médecins à y être attentifs. On n'imagine pas qu'un traitement qui est censé vous soigner vous démolisse. Il n'y a en France que quelques dizaines de cas comme celui de Martine. Mais il faut dire que chez elle, la maladie n'est apparue qu'après 10 ans de traitement par statine. Aujourd'hui, à l'hôpital, on cherche le meilleur traitement pour aider Martine à vivre avec sa maladie. Car si elle est apparue très tardivement, les médecins sont formels. Elle ne la quittera jamais complètement. Ben là, aujourd'hui, bien. Donc on va essayer de se sortir de ce mauvais pas. Mais ça n'a jamais démarré. Parce que vous êtes quand même venu en chaise roulante au départ. Ah oui, non, mais j'ai pas et dit... maintenant, vous pouvez courir grâce au traitement. Presque. Bon, ceci dit, on Non, va en fait, pas se débarrasser de puisse- cette maladie, ça c'est Non. clair, une fois qu'elle est déclenchée. Hein, ça c'est Voilà. clair. Mais c'est une maladie un peu exceptionnelle. Donc vous savez qu'on devra prendre des mesures un peu exceptionnelles. On ne va pas vous perdre de vue. D'accord. Et qu'on va vous suivre à vie. Comme ces cas de myopathie nécrosante, d'autres effets ont été identifiés une vingtaine d'années après l'arrivée sur le marché des premières statines. Dès 2012 aux États-Unis, les autorités de santé reconnaissent la survenue de cas de diabète. Des cas de perte de mémoire ont aussi été recensés officiellement. Aux États-Unis, maintenant, on le dit, quand vous prenez une statine, vous risquez d'avoir des troubles de mémoire. Troubles de mémoire, c'est le trouble cognitif qui démarre l'Alzheimer et toutes les démences. Hein. C'est un truc majeur. Des troubles graves dont personne ne connaît vraiment la fréquence. Le professeur Bernard Bégaud, l'un des plus grands pharmacologues français, réclame depuis des années une étude d'envergure sur les nombreux effets indésirables des statines. Qu'on ne fasse pas d'études pour des médicaments très peu prescrits ou très spécifiques, ça je le conçois, on ne peut pas faire d'études sur tout. Mais qu'on ne le fasse pas pour la classe la plus coûteuse et qui correspond pratiquement, à part les vaccins et le paracétamol, au plus grand nombre de gens traités, je trouve ça inadmissible pour tout dire. Cela fait maintenant plusieurs années que les statines sont au cœur de polémiques sur leur efficacité et leurs effets indésirables. Pour ce médicament vedette de l'industrie pharmaceutique, ce débat a lieu bien sûr à l'échelle mondiale. À Londres, derrière les murs de la British Medical Association, une vénérable institution de la médecine britannique qui regroupe les 150 000 médecins du pays, un homme a pris la parole pour s'engager personnellement contre les statines. Le docteur Kailash Chand est le numéro 2 de cette institution. Sa particularité, c'est qu'il a lui-même pris des statines. C'est son histoire qu'il a racontée aux Britanniques. Il a lui aussi connu d'importantes douleurs musculaires et des tremblements. Après en avoir longtemps discuté avec son fils, cardiologue, il a pris la décision d'arrêter son traitement. Son conseil était « Tu n'as pas de facteur de risque. Pourquoi tu n'arrêtes pas les statines ?» J'ai suivi son conseil et j'ai arrêté mes traitements. Et je vous le dis, en 2-3 semaines, mes douleurs ont commencé à disparaître. Mes tremblements ont presque disparu et je suis devenu un nouvel homme. Le docteur Chand n'avait pas de réels problèmes cardiovasculaires. Et comme beaucoup d'autres médecins, il croyait jusque-là aux vertus préventives des statines. Lors des 15 dernières années, les laboratoires pharmaceutiques ont mis tellement d'énergie à exagérer les bénéfices des statines qu'il y a eu un moment où certains ont dit qu'elles étaient tellement bonnes qu'il fallait en mettre dans l'eau du robinet.
Ça ne fait pas de mal, ça fera tellement de bien, alors pourquoi tout le monde n'en prendrait pas? Un enthousiasme que ne partage plus du tout ce médecin. Moi, je n'ai jamais dit que pour les gens en prévention secondaire, ceux qui ont eu des accidents cardiovasculaires, il fallait abandonner les statines. Pour eux, c'est important. Mais en prévention primaire, le bénéfice est minuscule s'il y en a un. Mais si les effets secondaires vous gênent dans votre vie quotidienne, alors je crois qu'il n'y a aucun problème à arrêter le traitement. En Grande-Bretagne, le combat du Dr Chen n'est pas fini. Car là-bas, les autorités sanitaires envisagent d'étendre encore les prescriptions de statines, malgré l'avis de nombreux experts, qui osent désormais critiquer ce médicament vedette des laboratoires pharmaceutiques. Durant des décennies, la diabolisation du cholestérol a alimenté les peurs et servi les intérêts de nombreux industriels. Mais sa culpabilité repose sur des preuves bien minces et un procès à charge. La réalité est bien moins simple qu'il n'y paraît. Seule une nouvelle enquête scientifique permettrait enfin de déterminer si le cholestérol a une responsabilité dans la survenue des accidents cardiovasculaires. On l'accuse d'être un tueur en série qui utiliserait certains aliments pour commettre ses crimes. Il laisse une foule d'indices sur nos analyses de sang. Cet ennemi que tout le monde traque, c'est le cholestérol. Et pour beaucoup, sa culpabilité ne fait aucun doute. Pourtant, en menant l'enquête, nous avons découvert une toute autre vérité. Aujourd'hui, des scientifiques affirment que le cholestérol n'est pas si dangereux pour la santé. Il ne bouge pas les artères, ou du moins, ce n'est pas aussi simple. C'est une maladie génétique décelée quand il avait 11 ans, à l'occasion d'une prise de sang. Est-ce que ça te fait mal? Non. La prise de sang a révélé un taux de cholestérol de 7,35 g. Donc, crise de panique, alerte générale, comme on dit, c'est énorme, sachant que chez l'adulte, déjà c'est à 2,5 g, on est censé faire un régime et voire une prise de médicaments. Donc 7,35 g, c'est très très important, oui. Alors c'est parti. Le jeune homme est traité grâce à cette machine. Elle filtre son sang et le débarrasse du cholestérol. Le but, c'est qu'il ressorte de l'hôpital avec un taux de cholestérol normal. Bonjour, monsieur Grégory, le maire, ça va? Ça va bien, et vous? Beaucoup de Français pensent que dans leur famille, on a trop de cholestérol. Le cas de Grégory et des patients de ce service est très différent. Ils souffrent d'un véritable dysfonctionnement du métabolisme. Contrairement au reste de la population, le cholestérol présent dans leur sang n'est jamais absorbé par leurs cellules. Dès leur naissance, il s'accumule. C'est une caricature. Évidemment, le cholestérol n'est pas un ennemi. Le cholestérol, c'est un élément absolument indispensable à la vie. C'est le principal constituant des membranes cellulaires, de toutes les cellules qui nous composent. Il serait même inutile de contrôler notre taux de cholestérol, comme si notre vie en dépendait. On a réussi à imposer ce truc complètement délirant que, au lieu de traiter des patients, on traite des chiffres. Des médecins accusent les industriels de surfer sur la peur du cholestérol pour vendre leurs produits. Là, on a un niveau de preuve qui est nul. Et il est plutôt déconseillé de consommer ces produits-là. Grâce aux médicaments anti-cholestérol, les statines, les laboratoires pharmaceutiques ont fait d'immenses profits. On a dit que les statines étaient tellement bonnes que certains ont même pensé à en mettre dans l'eau du robinet. Mais l'efficacité des statines est aujourd'hui remise en question et de nombreux patients souffrent d'effets indésirables. On n'imagine pas
qu'un traitement qui est censé vous soigner vous démolisse. Moi, je vous le dis, ces médicaments sont inutiles, inefficaces, et ils sont très toxiques. Il existe en France de vrais malades du cholestérol. Et le plus souvent, cela ne se voit pas. Grégory a 33 ans, jeune, sportif. Pourtant, c'est bien pour son cholestérol qu'il se rend régulièrement dans ce grand hôpital parisien. Bonjour. 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 Grégory a un taux de cholestérol dans son sang qui n'a rien à voir avec le reste de la population. Cela ne dépend pas de son alimentation, il ainsi dans les artères. Sans traitement, l'infarctus menace dès la fin de l'adolescence. Il faut savoir que cette maladie, dans le temps, quand il n'y avait pas tous ces traitements, les jeunes ne dépassaient pas la moyenne d'âge de 20 ans. Voilà, ils décédaient avant 20 ans d'une mort subite en général. Les dépôts de cholestérol se font au niveau de, juste au début de la racine de l'aorte, de sorte qu'ils font des morts subites, quand ils ne sont pas diagnostiqués. Cette maladie rare s'appelle l'hypercholestérolémie familiale. Elle touche quelques dizaines de milliers de personnes en France. Seuls les cas les plus graves sont traités à l'hôpital. Séance terminée pour Grégory. Il devra revenir dans 15 jours. Ça s'est bien passé, Grégory? Ça s'est bien passé, oui. Ça a été, comme d'habitude. C'est la routine un petit peu? Une bonne séance, oui, c'est la routine. Donc maintenant, on va aller rejoindre tout le monde. On va aller manger, j'ai faim. Et puis on va aller voir sa petite famille. Allez, en 15 jours. Ouais. Toi aussi, bon courage. Oui, toi aussi. Les filles, salut, prochaine. Ciao, ciao. À cause d'un gène défectueux, le cholestérol est pour Grégory un ennemi mortel.